Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale, un nouveau débat que vous propose France 3 Bourgogne à 8 jours du premier tour des élections législatives anticipées, avec des candidats d'une seule et même circonscription, la 4e de Côte d'Or, celle du nord du département. C'est la plus vaste de Bourgogne. Elle s'étend de Saulieu à Vito, de Châtillon-sur-Seine aux portes de l'agglomération dijonnaise. Aux élections européennes, c'est la liste du Rassemblement national qui a écrasé le scrutin en recueillant 3 fois plus de voix que Renaissance, 4 fois plus que Raphaël Glucksmann, 5 fois plus que la liste des Républicains et 8 fois plus que la France Insoumise. Alors on va y revenir avec nos 3 invités. Didier Brigand, bonjour. Hubert Brigand. Hubert Brigand, pourquoi je vous appelle Didier. Hubert Brigand, bonjour. Vous êtes le député sortant, candidat Les Républicains. Vous avez été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale lors des dernières législatives en 2022. Sophie Dumont, bonjour. Bonjour. Candidate du Rassemblement national. C'est votre première candidature. Vous étiez jusqu'alors conseillère au groupe RN à l'Assemblée en charge des affaires économiques. Et puis Valérie Jacques, candidate, bonjour, candidate LFI du Nouveau Front Populaire. Vous travaillez au ministère des Affaires étrangères, mais vous êtes actuellement en disponibilité. Et puis à noter qu'un 4e candidat se présente dans cette circonscription. Il s'agit de Michel Denisot pour Lutte ouvrière. Alors, le président de la République a parlé de besoin d'éclaircissement lorsqu'il a prononcé la dissolution de l'Assemblée. On va bien voir si c'est le cas après les élections. Nous, on va déjà tenter d'y voir un peu plus clair sur vos propres candidatures. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Hubert Brigand, parce que ça n'apparaît pas sur vos affiches, vous êtes bien le candidat Les Républicains dans cette élection? Je suis candidat Les Républicains, et je dirais même au-delà. Quand on voit les scores, je fais... Mais parce que je pense que la dernière fois, en ayant fait 62%, ça allait au-delà des Républicains, puisqu'on nous donne à 7% dans les estimations. Et lorsque j'étais candidat au département, je faisais 85% avec des candidats qui représentaient ces dames. Donc je vais bien au-delà des Républicains. Alors moi, je me représente parce que, premièrement, il faut aimer faire des campagnes électorales. Et puis, il faut aussi aimer être élu. Et c'est mon cas. Et donc, alors, il n'y a pas de candidat de la majorité présidentielle. C'est un peu la spécificité sur cette circonscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez eu un accord avec la majorité présidentielle? Alors, moi, je n'ai été appelé par personne. On m'a dit, le RN va t'appeler, tu n'auras pas de candidat. Les macronistes vont t'appeler, tu n'auras pas de candidat. Je me disais, je vais me retrouver tout seul. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. Alors, pour ceux qui suivent l'actualité, et entre autres vos journaux, ça a été quand même expliqué. Je pense que sur le territoire, ils n'ont pas voulu, pas pu trouver quelqu'un. Je dirais, peu importe, c'est pas le problème. Qu'il y ait 4 candidats, 6, 10, la dernière fois il y en avait 10. J'ai eu 12 candidats à certaines élections. Pour moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de garder mon cap et de faire la campagne comme j'ai l'habitude de le faire. Sophie Dumont, vous avez adhéré au Rassemblement national il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Pourquoi vous lancez dans cette aventure ? D'abord, c'est parce que je suis mère de 5 jeunes adultes et que pour moi se pose l'enjeu de la transmission aujourd'hui. C'est quel pays nous allons léguer à nos enfants et particulièrement quel territoire de Côte d'Or nous allons laisser aux jeunes générations. On peut être fier de notre patrimoine, de nos villages, de nos industries, mais là, clairement, il y a eu un déclin dans le septennat de Macron. Je trouve que Hubert Brigand, avant comme conseiller départemental et puis depuis 2 ans comme député, a laissé faire. Et moi, je m'insurge contre ça. Donc, je ne veux pas que ça continue et je veux mettre mes compétences à la fois parlementaires et mon réseau professionnel dans l'industrie au service de cette circonscription pour faire revivre ce territoire. Quelles sont les valeurs que vous portez, vous, dans cette campagne ? C'est les valeurs de l'effort, de l'autorité, du travail et de la réconciliation nationale, parce que là, aujourd'hui, on a besoin d'union nationale. Valérie Jacques, même question. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous lancez dans cette campagne pour le Nouveau Front Populaire? Je me suis engagée il y a 2 ans en fait en politique. J'étais la suppléante de Stéphane Guinaud pour les dernières législatives pour la NUPES. Parce que l'Union de la gauche en fait m'a donné espoir qu'on puisse enfin mener dans ce pays une vraie politique sociale et écologique, puisqu'on sait que les mesures prises par le gouvernement Macron depuis 2017 étranglent les Français et les Françaises.
Et il y a réellement besoin de redonner espoir, et aussi parce que la rupture écologique, la transition écologique, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Alors, la campagne s'est un petit peu tendue entre vous deux en fin de semaine. Vous avez porté plainte, Valérie Jacques, contre Sophie Dumont. Oui. Pourquoi ? J'ai porté plainte pour diffamation, parce que j'ai découvert, donc c'était avant-hier, je crois, oui, que dans le journal du Châtillonnais, Madame Dumont prétendait que j'avais, je cite, été entendue en avril pour apologie du terrorisme. Donc c'est une accusation quand même très grave. On parle de terrorisme, hein, c'est la mort de... Et c'est faux. C'est faux. C'est évidemment complètement faux. Je n'ai à aucun moment été entendue par aucune autorité que ce soit, pour quelque motif que ce soit, et encore moins pour apologie du terrorisme. Et je suis allée immédiatement, je n'ai pas réfléchi 5 minutes, hein, je suis allée immédiatement à la gendarmerie porter plainte. J'ai vécu 4 ans à Jérusalem avec ma famille, où je travaillais au consulat général de France. J'ai des amis côté israélien, j'habitais côté israélien de la ville, hein, j'ai des amis côté palestinien aussi. Pour moi, la tragédie qui se passe en ce moment à Gaza, en Israël, interdit qu'on instrumentalise à des fins électorales, comme vient de le faire le Rassemblement national, cette tragédie en cours. Voilà. Alors, si je peux juste finir, je porterai plainte à chaque fois qu'on m'accusera d'antisémitisme, qui est un délit, ou d'apologie contre le terrorisme. Sophie Dumont. Oui, alors d'abord, Madame Jacques a publié le 23 avril dernier, quand elle était candidate aux européennes, un post sur son profil Facebook, donc, où elle était la locutrice et où elle disait « Je vous annonce que je suis convoquée pour apologie du terrorisme ». Alors, apparemment... Vous faites non de la tête, alors. Apparemment, c'était une citation. Mais dans ce cas-là, je trouve dommage que Madame Jacques ait oublié l'usage des guillemets, parce que ça permet de faire comprendre qu'il s'agit d'une citation, alors que sans guillemets, c'était elle... C'est une erreur de votre part, alors, du coup. Ah, c'est une erreur de sa part à elle. C'est un oubli de sa part. Elle aurait dû mettre des guillemets. Et je regrette, c'est ce que j'ai dit à la gendarmerie hier, je regrette que l'usage des guillemets se perde, parce que ça permet de comprendre quand il y a des citations. Et je vous ai envoyé la copie d'écran. Éclaircissons, en gros, c'était un... Je peux répondre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Quand même. C'était un tweet de Mathilde Panot. En fait. Madame Dumont n'a pas l'usage des réseaux sociaux. J'ai, comme on dit, partagé sur Facebook un tweet de Mathilde Panot, donc pendant la campagne des Européennes, effectivement, où elle avait été convoquée. Donc je me suis contentée d'appuyer sur la flèche partagée. Si Madame Dumont, qui prétend quand même à des responsabilités nationales, n'est pas capable de vérifier une accusation aussi grave, on parle d'apologie du terrorisme. On ne m'accuse pas d'avoir volé une baguette de pain dans une boulangerie. On parle d'un des crimes les plus graves qui puissent être. Voilà. Et la légèreté de l'accusation, uniquement parce qu'elle a vu ça sur Facebook, elle ne vérifie pas. Non, ça c'est normal. On arrête là ? Oui, parce que de toute façon, les électeurs de la 4e circonscription, je pense, sont très loin de ce genre de débat cornecuesse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on fait une citation et où on doit reprendre les paroles de quelqu'un d'autre, ça s'annonce avec des guillemets. Et d'abord, la plainte de Madame Jacques était pour dénonciation calomnieuse et pas pour diffamation. Le procureur va se charger de requalifier, On va suivre ça. On suivra. Donc, vous allez jusqu'au bout, Valérie Jacques. Si oui, bien sûr. Alors là, il est hors de question que je recule. OK. Alors, pour l'instant, les sondages donnent à peu près 3 blocs à l'Assemblée nationale. Pas de majorité vraiment absolue. On verra le jour J. Comment ça va se passer, Hubert Brigand, pour vous notamment, oui, alors, si jamais vous êtes élu? Bien, alors je vais faire un peu l'arbitre, là, peut-être. Hein. Madame Dumont, même si on ne la connaît pas sous le nom de Madame Dumont, on ne la connaît même pas du tout, je ne vois pas comment elle peut dire que Hubert Brigand a laissé faire quand on habite à Versailles et qu'on travaille à Paris. Il faudra m'expliquer, c'est même une honte de vouloir représenter le monde rural dans ces conditions-là. Bref, c'est pas ça. Donc, elle dit, M. Brigand a laissé faire. Si j'avais laissé faire, je n'aurais pas été élu et réélu dans tous mes mandats, quasiment à chaque fois, au premier tour. Bien. Alors, ceci dit, Madame dit qu'elle a des réseaux économiques. Pourquoi ne les a-t-elle pas fait jouer plus avant, hein? Il serait bientôt temps maintenant qu'il y a des problèmes dans la 4e circonscription.
Voilà, donc je crois qu'il faut raison garder et puis pas à côté n'importe quoi. Alors, Madame Jacques, vous parlez de tribunal. Moi, j'aimerais que vous arrêtiez un peu ma permanence. Bravo, quoi. J'ai retrouvé ma permanence. Les portes de la mairie, avec tout ça, quoi. Avec une affiche de la France Insoumise. Ça doit te dire, dites aux hommes de venir enlever ça, c'est indécollable. Il faut que je prenne une entreprise. Vous ne dites pas totalement la fin de l'histoire, parce qu'effectivement, c'est des jeunes insoumis de Dijon et je leur ai demandé de l'enlever immédiatement, et nous l'avons enlevé immédiatement. Nous l'avons décollé. Pas hier soir. Bon, c'est pas grave, si vous voulez, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si vous voulez, je crois qu'il faut que la campagne, elle prenne de la hauteur. Oui, le tribunal, les graffitis sur les portes de la mairie de Châtillon. Non, pas de graffiti, un autocollant. Oui, un autocollant. Ben, vous savez, le graffiti serait peut-être plus facile à enlever que l'autocollant. Bien. Alors, avançons. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, est-ce que... Oui, mais il y a quand même des choses qu'il faut que les électeurs sachent. Eh bien, ça y est, ils le savent. Ils ne savent pas tout. Je vais leur en dire encore un peu. Ah bon, vous nous le direz dans le courant de cette émission. Mais en tout cas, alors, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale si vous n'avez pas la majorité? Est-ce que vous allez tendre la main au Rassemblement national, qui a priori est en tête pour l'instant, et juste derrière, il y a le nouveau Front populaire. Vers quel parti vous irez pour vous accorder? S'il faut faire une majorité de gouvernement. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis LR historique. Et je me qualifie même d'LR rural, modéré, égoliste. Donc ça, c'est pas d'aujourd'hui. Donc on a eu un groupe aujourd'hui, jusqu'à 62. Est-ce qu'on sera 30 ou 40? Ce qu'on nous prédit, je dirais, peu importe. Peu importe. Moi, je resterai sur mon cap. Sur ma façon de travailler et sur cette filière-là. Vous êtes contre un accord avec qui que ce soit? Oula, Jean. Ah ben, à la date d'aujourd'hui, oui. C'est ce que j'ai respecté jusqu'à aujourd'hui dans la petite législature de 2 ans. Chaque groupe a sa particularité. Donc moi, je resterai dans le groupe LR, si tant est qu'on soit encore une vingtaine pour siéger, et j'espère qu'on sera même un peu plus. Valérie Jacques, qu'est-ce que vous dites, vous, aux électeurs qui votaient Macron jusqu'à maintenant, ou qui étaient de la gauche modérée, pour qu'ils aillent sur votre voie? Je ne sais pas si on cherche vraiment les électeurs qui votaient Macron, parce que je crois que les électeurs qui votaient Macron, beaucoup d'entre eux sont déjà déçus et vont aller voter ailleurs. D'ailleurs, le score du parti de la majorité présidentielle aux européennes le démontre. Moi, ce que je dis avant tout aux électeurs, c'est de choisir le seul programme qui pourra changer leur vie au lendemain des élections. Nous nous engageons, et d'ailleurs, notre programme s'appelle Contrat de législature. Nous nous engageons sur un vrai programme social. Déjà, les 2 mesures phares qui seront mises en œuvre dès le lendemain des élections, c'est abrogation de la réforme des retraites. Cette réforme qui a traumatisé les Français, puisqu'on la leur a imposée, malgré la mobilisation massive dans les rues et malgré l'opposition d'un bon nombre de députés. Voilà, donc abrogation de la réforme des retraites. Ensuite, c'est un programme vraiment resserré sur l'urgence sociale. Avec qui, si vous n'avez pas la majorité absolue? Nous sommes déjà un programme d'union, puisque nous avons donc le Parti socialiste, le Parti communiste, la France insoumise, les Verts, Génération. Il va falloir aller au-delà si vous n'avez pas la majorité absolue à l'Assemblée. Pour l'instant, moi, je ne me projette pas, monsieur, je suis en pleine campagne. Donc pour moi, la campagne, c'est avant tout de l'action et c'est avant tout du dialogue. Dialoguer avec les habitants de la circonscription, les rencontrer, leur expliquer notre projet, essayer de les convaincre, arrêter aussi avec ce dégoût de la politique que beaucoup de gens ressentent maintenant et qui explique l'abstention et le vote Rassemblement national, leur expliquer qu'on peut changer les choses et que voilà, il faut garder l'espoir en une société meilleure. Le rassemblement de la gauche est déjà un signe justement de la prise de responsabilité de nos dirigeants qui ont su s'allier pour faire face à la menace du Rassemblement national et à la menace macroniste. Madame Dumont, un peu la même question. Si vous n'êtes pas majoritaire, est-ce que vous serez capable de faire des concessions pour vous entendre, par exemple, avec Hubert Brigand ou c'est... Ça ne se règle pas au niveau des personnes, mais ça se règle sur les projets de loi. On a montré pendant 2 ans qu'à chaque fois qu'il y avait des mesures de bon sens, on les votait. Et nous, on ne joue pas, comme M. Brigand l'a fait, le jeu de l'abstention. Quand, au mois de mars l'année dernière, il avait annoncé
de manière assez téméraire qu'il allait s'opposer au projet de loi sur les retraites. On se rend compte qu'en fait, quand il a eu l'opportunité de vraiment s'opposer, c'est-à-dire avec la motion de censure Lyotte et la motion de censure RN, il s'est abstenu sur l'autre et il n'a pas voté la nôtre. Donc c'est pas très sérieux ça. Donc nous on est sur l'objectif d'avoir une politique de bon sens à chaque fois dans l'intérêt du pays. Ça demande une réponse peut-être, Hubert Brigand. Oui, vous n'êtes pas très sérieux. Bien sûr. Alors déjà, Madame Jacques, programme d'union. Si elle suivait un petit peu les débats à l'Assemblée, pendant 2 ans, il n'y a pas eu vraiment d'union dans ce qu'on appelait la NUPES à l'époque, qui se transforme aujourd'hui en Front Populaire. Les passes d'armes entre les socialistes et les LFI sur un certain nombre de dossiers, sur la Palestine par exemple, et sur d'autres, ont été nombreux. Bref, alors en 2 heures, en pleine nuit, on remet un programme sur pied. Je dirais, pourquoi pas? C'est de bonne guerre. Moi, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas dire que l'union, elle est là et elle est visible. Pas du tout. Ensuite, pour Madame. Alors Madame dit, évidemment, comme elle ne connaît pas la circonscription, de Paris, elle essaie de suivre un petit peu. Elle dit, il s'est abstenu, il n'a pas voté la réforme des retraites. Bien, je rappelle que la réforme des retraites... C'est le cas sur la motion de censure. Attendez, la réforme des retraites, ça a quand même fait l'objet de pages complètes. C'était un 49.3. Bien, d'accord? Donc on ne mélange pas tout. Alors, ou alors il y a eu des motions de censure justement parce qu'il y avait un 49.3. Attendez. Ou alors on est dans l'à peu près, ce qui semble être le cas de vous, madame, mais on y reviendra tout à l'heure, je l'espère. Voilà, il y a donc eu un 49.3. La motion de censure, c'est autre chose. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors dire que M. Brigand, il n'est pas sérieux, si elle connaissait un peu la circonscription, et surtout les habitants de la circonscription, elle ne dirait pas que M. Brigand n'est pas sérieux. Parce que moi, je me suis promené à son lieu, on ne connaît pas madame. Alors, comment peut-elle le connaître? D'abord, je reprends, monsieur, je n'habite pas à Versailles, j'habite à Paris parce que je travaille à l'Assemblée nationale et que j'ai souvent des séances de nuit, en particulier que ce soit en commission ou dans l'hémicycle. D'ailleurs, je suis contente de découvrir monsieur pour la première fois parce qu'en 2 ans, je ne l'ai jamais croisé à l'Assemblée nationale. Écoutez, là, je ne vous permets pas, chère madame. Je tiens mes présences. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait parler de choses qui intéressent les habitants de notre circonscription? Allez, on termine, madame Dumont. C'est un mensonge de plus. Non, il faut le dire quand même. Mais dites ce que vous voulez, vous êtes là pour ça. Pour reprendre monsieur, il faudrait peut-être lui rappeler les procédures. Quand le gouvernement déclenche un 49.3, les parlementaires ont la possibilité de déposer une motion de censure, justement, pour refuser la confiance au gouvernement sur le texte de loi en question, ce qui était le cas sur les retraites. Et c'est pour ça que Lyotte a déposé une motion de censure sur laquelle monsieur s'est abstenu et la nôtre, il a voté contre. Mais voilà. Mais pour en revenir à la circonscription, ça fait plus de 10 ans que je suis présente et je suis salariée du groupe, donc forcément jusqu'au 7 juillet, j'avais des obligations à l'Assemblée. Mais que par ailleurs, depuis plus de 10 ans, ma vie est à Saulieu et alentour. Je fais travailler des entreprises locales, le commerce local. Excusez-moi, est-ce que... Ça y est, on va passer à la... Je voudrais répondre quand même sur l'union de la gauche, rapidement. Mais effectivement, ça n'intéresse pas beaucoup toutes ces histoires politiciennes, les Français. C'est important de savoir quand même pour les Français, de savoir. C'est quand même assez drôle d'avoir des leçons d'un représentant du Parti républicain qui est en pleine déconfiture, hein, comme on le sait, avec certains républicains qui, plus de 60 circonscriptions, qui a fait des alliances avec le Rassemblement national, d'autres qui préconisent des alliances avec les macronistes. Donc voilà, sur l'union de la gauche, c'est quand même un peu... C'est drôle. Monsieur Sicot, moi je ne donne pas de leçons. Je constate. C'est ce que vous venez de faire. Non, j'ai constaté, vous disiez union, j'ai constaté que dans l'hémicycle, c'était plutôt la désunion. Voilà, quand madame, elle est là depuis 10 ans, inconnue dans les rues de Saumur, et on m'a dit qu'on ne vous connaissait pas sous ce nom-là. Je répète. Ok, le temps passe très très vite. On va parler rapidement de la défense de la ruralité, puisque votre circonscription, c'est la moins peuplée de Bourgogne, c'est un peu l'archétype de la France rurale. Vous dites tous vouloir défendre la ruralité, mais ça veut dire quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous voulez faire pour la ruralité de plus que ce que le gouvernement actuel a fait, c'est-à-dire les maisons France Service, essayer de réintroduire des services publics? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, concrètement? On a très peu de temps. Valérie Jacques, Madame Dumont. Oui, moi, je veux bien répondre.
Nous, c'est effectivement sur le service public. C'est au cœur du programme du nouveau Front populaire. La santé, l'éducation. On connaît donc l'état, que ce soit les hôpitaux, les écoles, dans nos campagnes. Et cette désertification, la seule façon de lutter contre, c'est réinvestir dans les services publics. J'ai vu que dans le programme, par exemple, des Républicains, il y avait 25 milliards en moins pour les dépenses pour l'État et des suppressions de postes de fonctionnaires. On ne peut pas défendre la ruralité et en même temps tenir encore l'austérité budgétaire qui fait que nos campagnes n'ont plus les services minimums nécessaires. Plus de fonctionnaires, vous êtes d'accord, Madame Dumont ? Il faut d'abord créer de l'activité. Il faut que les gens aient du travail sur place. Et ce n'est pas simplement en offrant des postes de fonctionnaires sur place qu'on pourra permettre de recréer de la richesse. Moi, je discute avec les commerçants, les agriculteurs. Hier encore avec quelqu'un qui tient un restaurant gîte sur le canal de Bourgogne. Ce dont ils ont besoin, c'est qu'on diminue les charges. Et clairement, les zones de revitalisation rurale, c'est un dispositif qui n'est pas suffisant aujourd'hui. Peut-être imaginer des zones franches, comme on a pu faire à une époque dans des zones urbaines. Mais clairement, aujourd'hui, il faut pouvoir relancer l'activité. Les gens ont envie de travailler. Il y a une demande. Les touristes affluent là en ce moment sur le canal de Bourgogne. Peut-être demain, justement, Voies navigables de France va cesser d'entretenir le canal entre Vénarel-et-Laume et Pouilly-en-Auxois. Tous les commerces qui essaient de se monter autour du tourisme sur cet axe vont disparaître. Les banques les suivront plus. Donc là, on a un vrai souci. Et pour moi, la priorité majeure, c'est justement recréer de l'activité sur place et permettre aux gens de vivre et travailler sur place et pas être obligés d'aller chercher du travail ailleurs. Monsieur Brigand, les attentes sont fortes. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts de redynamiser. Il y a un constat, et là vous venez sur mon terrain, là, je joue à domicile là, quand vous me parlez de la ruralité, parce que c'est mon cheval de bataille, quoi que ces dames en disent. Mais pour ça, il faut y vivre, il faut y habiter, il faut avoir sillonné les 342 communes. L'agriculture, madame parle de l'agriculture, elle n'a pas voté le droit à l'erreur sans groupe parce qu'ils ont des consignes de vote. Moi, j'ai liberté de vote, c'est pas tout à fait pareil. Pas du tout, donc j'ai voté le droit à l'erreur, vous avez dit que j'avais voté la PLO, c'est faux, un mensonge de plus, je me suis abstenu. Bref. Tout ceci pour vous dire que... Vous n'êtes pas opposé sur un texte qui ne tenait pas la route par rapport aux attentes des agriculteurs. Je vais pouvoir conclure parce que le temps passe. Allez-y. Bien. Alors, ce qui nous a manqué, c'est une vraie décentralisation. On parle de décentralisation depuis des décennies. Qu'est-ce qu'on a décentralisé dans la 4e circonscription ? Rien. On continue d'avoir des grues en région parisienne. Tout le monde s'entasse pour aller travailler à la Défense. Voilà. Donc, moi, je souhaite que dans les 5 années qui viennent, on ait une vraie décentralisation économique. Ces madames, je ne les ai pas vues aux manifestations agricoles au mois de janvier. Je ne les ai pas vues à la fermeture de l'usine de Sainte-Colombe, à Valourec, avec les salariés qui faisaient grève. Vous voyez, c'est ça c'est la ruralité. On ne peut pas être à Paris et puis être dans la circonscription. Donc il y a un vrai travail encore à faire dans la ruralité. J'ai commencé à faire passer des messages. J'espère que je vais pouvoir continuer encore pendant 5 ans. Est-ce que je peux dire une petite réponse à Madame Dumont ? Je dirais que c'est plutôt l'inverse, elle prend les choses à l'envers. Comment des artisans, des commerçants, des entreprises vont s'installer dans un lieu où il n'y a pas d'école, dans un lieu où il n'y a pas d'hôpital, donc aucun médecin, aucun... Donc ça, c'est la priorité, c'est de rétablir de services publics. Allez, un dernier tour de table, parce que ça passe très très vite. Ce qui m'étonne, je vais répondre à M. Brigand très rapidement. Il est conseiller départemental depuis 1988. C'est la première fois que j'allais voter, moi, donc ça remonte à longtemps. Dans son mandat de conseiller départemental, je pense qu'il aurait pu faire des choses. Allez, conseiller départemental, méconnaissance complète du territoire. Allez, j'ai dit que vous êtes... Je vais vous proposer de conclure tous les trois. On a tiré au sort tout à l'heure l'ordre de passage. On va faire un peu de politique fiction. Si votre parti, si votre groupe est majoritaire à l'Assemblée, vous êtes appelé à un ministère. Lequel vous préféreriez et quelle première mesure vous prendriez? C'est vous, Sophie Dumont, qui commencez pour 30 secondes. La première mesure de notre groupe, ça va être de diminuer les taxes sur les factures énergétiques, donc gaz, électricité et carburant. Donc ça permettra de baisser de 30% le prix des carburants, ce qui, ici, en milieu rural où la voiture est indispensable pour faire la moindre chose, course ou démarche, est quelque chose qui va permettre de soulager le porte-monnaie des électeurs de la 4e circonscription. Valérie Jacques, c'est à vous de conclure.
La première mesure, donc, ça concerne l'école. Nous avons promis donc, de faire une vraie école publique républicaine gratuite, c'est-à-dire prise en charge des frais de cantine, prise en charge des fournitures scolaires, prise en charge du transport et des activités extrascolaires. Hubert Brigand. L'emploi, décentralisation, je viens d'en parler. Le pouvoir d'achat, à condition de mettre en face les recettes qui manqueraient à l'État. Et puis enfin la santé. Parce qu'on a des habitants qui quittent le territoire parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les médecins en face. Donc c'est des priorités et j'espère que dans les 5 ans, on va pouvoir les régler. Vous repartez tous en campagne dès après ce débat ? Oui, évidemment. Il n'y avait pas de temps à perdre. Hein. Bien sûr. Ok. Eh bien, j'ai pas attendu, moi ça fait 2 ans que j'y suis en campagne, vous savez. Allez, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Prochain débat sur France 3 Bourgogne, mercredi soir, juste après votre journal régional à partir de 19h45 avec Gabriel Talon. Mais pour l'heure, c'est la suite de Dimanche en politique avec ensuite votre édition Ici 12-13 présentée par Guillaume Desmales. Ce sera à 12h35. Très bon dimanche à tous.